Le cyberharcèlement, c'est un sujet complexe, souvent douloureux, mais au cœur de cette dynamique, il y a un rôle qu'on a tendance à oublier, celui du témoin. Et pourtant, vous allez voir, ce rôle est souvent le plus crucial, il peut absolument tout changer. Voilà la grande question. Face à une agression en ligne, dans ce qui ressemble parfois à un grand silence numérique, que se passe-t-il vraiment de l'autre côté des écrans ? On a tous cette image en tête, n'est-ce pas ? Celle du témoin passif, de la foule qui regarde sans rien faire. C'est l'idée reçue la plus tenace, ce fameux effet du témoin, où la présence des autres nous paralyserait et nous empêcherait d'agir. Eh bien, accrochez-vous, une étude majeure a analysé des conflits réels, filmés par des caméras de surveillance, et le résultat est juste stupéfiant. Dans 9 cas sur 10, quelqu'un intervient. Oui, 90%, c'est un chiffre colossal. Et ça change complètement la donne. La question n'est plus pourquoi les gens n'aident-ils pas, mais plutôt comment est-ce que les gens aident. La passivité, en fait, ce n'est pas la norme, c'est l'intervention qui l'est. Alors, voyons comment ça se traduit dans le monde en ligne. Parce que là aussi, les témoins, ou bystanders comme on les appelle, ne sont pas juste une partie du problème. En réalité, ils représentent la plus grande partie de l'équation. Regardez un peu ces chiffres. Ils datent d'une étude de 2019. Le constat est sans appel. Les 3/4 des personnes impliquées dans un incident de cyberharcèlement sont des témoins. Ça veut dire que leurs actions ou leurs inactions ont un poids absolument immense sur l'issue de la situation. Les chercheurs ont identifié 4 rôles principaux que les témoins peuvent adopter. Et attention, ils ne sont pas tous passifs. Certains vont aider l'agresseur, d'autres vont l'encourager, et heureusement, certains vont prendre la défense de la victime. Commençons par le groupe le plus connu, cette fameuse majorité silencieuse, c'est-à-dire ceux qui n'interviennent pas de manière active. On les appelle les outsiders, ce sont les spectateurs passifs. Ils voient très bien ce qui se passe, mais ils font le choix de rester en dehors de la situation. C'est vrai, c'est le comportement le plus fréquent, mais ce n'est qu'une des 4 options. Et leur silence, malheureusement, peut être interprété comme une forme d'approbation. Mais heureusement, tout le monde ne reste pas les bras croisés. Passons maintenant à ceux qui décident d'agir, parce que l'inaction n'est pas la seule voie possible, et leurs interventions peuvent avoir des conséquences radicalement différentes. Et là, on voit bien la différence. D'un côté, on a les rôles qui enveniment les choses, les assistants, qui vont carrément se joindre à l'agression, et les renforçateurs, qui vont l'encourager avec des likes, des partages, des commentaires. Et de l'autre côté, on a le rôle qui change tout, celui des défenseurs, ceux qui prennent parti pour la victime. Et quand on regarde la répartition, c'est assez fascinant. Alors oui, les outsiders sont majoritaires, à plus de 63%, mais regardez bien la deuxième barre. Les défenseurs, ils représentent 25%. Un quart des témoins choisit activement de faire quelque chose de positif. Ce n'est pas un chiffre anodin du tout, c'est une force considérable. Ok, maintenant qu'on a vu le quoi, penchons-nous sur le pourquoi. Qu'est-ce qui motive une personne à devenir un défenseur plutôt qu'un outsider ou pire, un renforçateur ? La psychologie a quelques pistes intéressantes. Une première piste, c'est ce qu'on appelle la motivation égoïste. Il y a un modèle qui explique ça, le modèle du soulagement de l'état négatif. En gros, l'idée c'est qu'en voyant quelqu'un souffrir, on se sent mal. Et aider, c'est une façon de soulager notre propre malaise, de se sentir mieux avec soi-même. Mais il y a une autre motivation, plus désintéressée, l'altruisme. Là, l'objectif premier, ce n'est pas son propre bien-être, c'est vraiment celui de la personne qui a besoin d'aide. C'est un acte qui est entièrement centré sur l'autre. Le modèle empathie-altruisme explique bien comment ça marche. En fait, tout part de l'empathie. Quand on arrive à se mettre à la place de la victime, à ressentir sa douleur, ça déclenche une motivation purement altruiste. L'envie d'aider vient alors naturellement, pour l'autre et non pour soi. Alors qu'est-ce qui nous fait basculer d'un rôle à l'autre ? Plusieurs facteurs entrent en jeu. L'empathie, on vient de le voir, c'est la clé pour devenir un défenseur. À l'inverse, le désengagement moral, cette petite voix qui nous dit « ce ne sont pas mes affaires », favorise la passivité. Fait intéressant, avoir déjà été victime augmente la probabilité d'intervenir. Et enfin, le simple fait de croire que notre action peut faire une différence est un moteur super puissant. Bon, que faut-il retenir de tout ça ? Finalement, le message le plus important, c'est le pouvoir immense et souvent sous-estimé des témoins. Et voilà le point essentiel, le vrai changement de perspective. Un témoin n'est jamais neutre. Par sa simple présence, par son action ou son inaction, chaque personne influence directement la dynamique du harcèlement. Chaque témoin est un acteur de la scène qui est en train de se jouer. Cette citation résume ça parfaitement. Dans un conflit en ligne, le bien-être de la victime est directement lié aux actions des témoins. En aidant l'autre, on renforce toute la communauté. Et au final, on se protège aussi soi-même en contribuant à créer un environnement plus sûr pour tout le monde. La question au fond n'est plus de savoir si les gens aident, mais comment ils aident. La recherche nous montre que nous ne sommes pas une société de spectateurs passifs. L'intervention est la norme. La vraie question, face à nos écrans, est donc de décider quel type d'acteur nous choisissons d'être.